Un meurtre, une société. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire présentée par André Loez. Aujourd'hui, l'assassinat d'August von Kotzebue, dramaturge allemand et espion russe. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour notre 4e volet de cette série Un meurtre, une société qui nous emmène dans l'Allemagne du début du 19e siècle. Bonjour Antonin Dubois. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Qu'est-ce qui se passe à Mannheim en Allemagne le 23 mars 1819 ? Alors le 23 mars 1819, le jeune étudiant Karl Ludwig Sand assassine le dramaturge et anciennement consul de Russie à Königsberg à son domicile, donc dans la ville de Mannheim, dans l'actuel Land du Bade-Württemberg, donc plutôt à l'ouest de l'Allemagne, de 4 coups de poignard dans son salon après s'être présenté à plusieurs reprises à son domicile. Il est, selon les sources, vu soit par le fils, soit par la femme et la fille de Kotzebue, puis tente de se suicider, là aussi selon les sources, il se donnerait lui-même un coup de poignard dans l'appartement, pour d'autres sources, dans la rue. Il réchappe à son suicide, il est arrêté. On a là tous les ingrédients d'un assassinat politique de l'âge romantique. Et justement, à quoi ressemble l'Allemagne à cette époque, c'est-à-dire 1819, 4 ans après la fin du Congrès de Vienne, qui a voulu mettre un terme aux troubles de la période révolutionnaire napoléonienne, et Napoléon est maintenant en exil à Sainte-Hélène, l'ordre semble revenu. Où on en est et à quoi ressemble l'Allemagne, ou peut-être devrait-on dire les Allemagnes ? Statutairement, effectivement, il y a une nouvelle création avec le Congrès de Vienne, qui est la Confédération germanique, donc cette assemblage d'États, coopération d'États de l'espace germanique, dominé par 2 des grands vainqueurs de Napoléon, l'Autriche et la Prusse, mais encore une myriade d'États, duchés, grand-duchés, etc., et quelques royaumes qui composent cette confédération germanique. Alors il est évident que la carte de l'espace germanophone est considérablement simplifiée par rapport à l'avant 1806, donc avant la dissolution du Saint-Empire romain germanique, mais reste complexe et morcelée. Et ce morcellement continue de décevoir un ensemble d'acteurs qui s'étaient engagés contre Napoléon, et le milieu estudiantin en fait partie avec d'autres, qui pensent bien évidemment à comment unir cette Allemagne, créer un État unique, avec la grande question qui parcourt au moins les 2 premiers tiers du 19e siècle, ce qu'on appelle la solution petite allemande, donc c'est-à-dire sans l'Autriche, ou grande allemande en incluant l'Autriche catholique, donc avec un poids de la Prusse qui serait différent. Sachant que ni l'Autriche ni la Prusse n'entendent pour l'instant renoncer à leur existence en tant qu'État et en tant que monarchie et empire héréditaire, ce qui veut dire que les gens qui voudraient faire advenir une Allemagne unifiée, d'une manière ou d'une autre, ils doivent défier les pouvoirs établis. On est dans un climat de confrontation entre les conservateurs, déjà au pouvoir et renforcés après la chute de Napoléon et le Congrès de Vienne, et puis des séries de gens qui aspirent au changement. On les appelle parfois les libéraux, les révolutionnaires, on leur donnera encore d'autres noms plus péjoratifs si on est du côté de l'ordre, mais en tout cas, commence à se mettre en place cette grande ligne de partage du 19e siècle. Absolument, entre d'un côté les conservateurs au sens le plus large, en tout cas ceux attachés à l'ordre établi, et notamment opposés à l'idée de l'unification d'un seul territoire allemand, et l'autre, un mouvement effectivement libéral et surtout national, qui se définit comme un mouvement national qui lutte pour l'unification de l'Allemagne, avec là, évidemment, tout un ensemble de clivages internes, notamment la question du républicanisme, qui est bien difficile dans l'espace allemand, où les républicains forment une petite minorité au mieux, et qui culmine éventuellement en 1848 lors de la Révolution, mais qui n'aura jamais réussi à imposer ses vues, et que même au sein de ce mouvement libéral et national, l'idée d'une monarchie à la tête pour construire cette nouvelle Allemagne reste tout au long du 19e siècle majoritaire. On en revient à notre assassinat de mars 1819. Qu'est-ce qui fait que cet homme de lettres, Kotzebue, peut paraître une cible idéale pour l'un de ces jeunes étudiants épris de l'idée de liberté, de patrie allemande, un de ces patriotes animés d'une volonté de créer l'Allemagne? Qu'est-ce qui lui fait prendre son poignard et dire, voilà, si on veut cette Allemagne, il faut se débarrasser de lui?
Alors ici, il faut remonter effectivement quelques années en arrière, à la fois sur le parcours de Kotzebue et sur les milieux estudiantins. Alors Kotzebue, il se trouve, après ses études de droit, part en Russie. Il occupe différentes fonctions administratives. C'est un Allemand au départ, c'est quelqu'un de germanophone, oui, pardon, de l'espace allemand. Préciser. Et oui, il vient du duché de Saxe-Weimar, donc plutôt à l'est de l'Allemagne actuelle, ce qui serait l'est de l'Allemagne actuelle. Donc part en Russie, puis épouse une noble russe, mais qui décède précocement, ce qui le conduit à voir, en fait, les questions administratives et juridiques, c'est pas forcément ce qui le passionne. Hein. Il est passionné de littérature et de théâtre, il a un parcours dans les années 1790, un peu de voyage libre, et il publie différentes choses, et notamment en 1799, un ouvrage très favorable au tsarisme, alors qui est mi-fictif, mi-réel, mais le tsar de l'époque, on comprend bien que ça lui est adressé, mais à côté, il publie différentes œuvres littéraires et théâtrale. Puis en 1814, une histoire de l'Empire allemand de ses origines à son déclin, à sa disparition. Et dans cela, comme dans d'autres journaux qu'il publie au milieu des années 1810, où il exprime très clairement ses vues antilibérales, on peut le dire là pour le coup clairement, opposées aux idées de liberté et d'égalité, favorables à la censure. Il attaque le milieu universitaire allemand très frontalement, mais aussi il attaque Ernst Moritz Jahn, qui est celui qui est considéré comme le père fondateur de la gymnastique allemande, qui fait partie intégrante de ce mouvement libéral national allemand du 19e siècle. Et c'est ce qu'il fait connaître et ce qu'il fait qu'il est peu apprécié de ces membres de ce mouvement libéral. Il y a quelque chose de fascinant dans le personnage et dans son parcours qui se télescope avec celui de Sand, parce que c'est comme si deux générations s'opposaient. Pour Kotzebue, il est de la génération d'Ancien Régime, on va dire, pour qui c'est parfaitement normal d'être né en Allemagne, mais de se mettre au service du tsar, comme le font plein de généraux allemands par ailleurs, ou de conseillers, ou de nobles, ou d'hommes d'affaires, etc. Et puis pour des gens plus jeunes qui ont combattu en 1813 contre Napoléon, être au service d'autre chose que la cause patriotique allemande, c'est être un traître à la nation. Et là, on a deux univers mentaux qui se superposent plus du tout. Absolument. Alors effectivement, Kotzebue est né en 1761, Zandt est né en 1795. Lui aussi, originaire de l'Allemagne, Wunsiedel, qui est aujourd'hui l'extrême nord-est de la Bavière. Il vient d'une famille tout à fait bourgeoise. Son père occupe des fonctions juridiques plutôt à l'échelon municipal. Oui, c'est pas un crime de la misère. Non, c'est pas un crime de la misère, absolument. Sa mère vient d'une famille de riches commerçants. Voilà, et donc lui entreprend en 1814 des études de théologie protestante à Tübingen d'abord, puis en 1815 s'engage effectivement dans un de ses corps francs pour lutter pour la dernière campagne contre la France. Reprend ses études entre 1816 et 1817, comme on fait beaucoup dans l'espace allemand, il passe de ville en ville. En 1816, il va à Erlangen, puis à Jena. Dans chacune de ces villes, il rejoint une organisation étudiante, une corporation étudiante. Notamment, il participe au développement des premières Burschenschaften, donc un type de corporation qui a un vrai discours politique et de combat pour l'unification de l'Allemagne. Et la première de ces Burschenschaften est fondée à Jena, justement, donc en Thuringe, en juin 1815. Et Zandt rejoint cette corporation quand il est à Jena à partir de la fin de l'année 1817. Mais il ne se limite pas là. Au sein de ces corporations, alors entre les corporations, il y a des oppositions, des différences, mais même au sein des Burschenschaften, il y a plusieurs courants. Et Zandt fait partie du courant le plus radical, ceux qu'on appelle les Unbedingten, les inconditionnels, lancés à Gießen par un homme qui s'appelle Karl Follen, enfin un étudiant qui s'appelle Karl Follen, donc les plus radicaux. Sur ce monde étudiant, qui est celui que vous avez plus particulièrement étudié, surtout pour la fin 19e pour votre thèse, il faut peut-être cerner un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est pas tout à fait l'agitation de Nanterre en avril 1968, c'est pas tout à fait le même monde social que Berkeley dans les années 1970. Voilà, on peut avoir l'impression que l'agitation étudiante ou la radicalisation étudiante, c'est ça. C'est pas exactement ça, du point de vue de qui sait, de combien ils sont, mais c'est quand même très important parce que c'est un des seuls lieux où ça s'exprime dans cette Allemagne très corsetée post-1815. Absolument. Et il y a quelques lieux de liberté un peu plus importants. Et Jena en fait partie, parce que le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach accorde en 1815 une constitution
plutôt libérale, considérant l'époque, ce qui est une exception dans l'espace allemand. La Prusse, l'Autriche n'ont pas de constitution durant la première moitié du 19e siècle. Et effectivement, c'est un tout petit milieu de quelques milliers de personnes à travers l'espace allemand. Qui se retrouvent pour discuter politique, mais aussi pour boire, pour se battre en duel, pour composer des pièces de théâtre. C'est à la fois politique, sociale, culturelle. Sociale, culturelle, c'est une forme de socialisation. Alors des formes d'organisation de corporations étudiantes appelées Landsmannschaften apparaissent à partir du Xe siècle, qui, sans être une renaissance des nations du Moyen-Âge reste quand même, fonctionne selon un recrutement régional. C'est-à-dire on va rejoindre la corporation de ceux qui forment déjà sa région, formée par ceux qui viennent de la même région d'origine, et avoir un lieu où on peut éventuellement connaître, sans parler de liens familiaux, mais amicaux plus ou moins lointains. La Burschenschaft, les Burschenschaften en 1815 proposent une vision complètement différente. Au contraire, ils rejettent explicitement dans leur statut le recrutement régional et disent que toute personne de l'espace germanique peut faire partie de cette corporation. C'est justement l'idéal même d'incorporer la nation unifiée avant qu'elle ne se réalise politiquement. Et effectivement, il peut y avoir des duels pour provocation à l'honneur. Alors c'est pareil, dans les années 1810, ce ne sont pas les duels de la fin du XIXe siècle qu'on connaît mieux, avec des duels même programmés, ou même l'honneur, les atteintes à l'honneur en tout cas, ne jouent pas forcément le rôle de déclencheur, alors que c'est encore le cas très largement au début du XIXe siècle. Et il y a enfin un grand événement qui est la Wartburgfest, la fête de la Wartburg, en Thuringe, dans l'actuel Thuringe, mais toujours dans ce duché de Saxe-Weimar-Eisenach, qui a lieu le 18 octobre 1817, qui est le premier grand rassemblement national, avec un idéal national, post-congrès de Vienne. Et il se trouve que c'est environ 500 étudiants, quelques autres, mais principalement des étudiants qui s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent avec un certain nombre de symboles, un certain nombre de signes d'appartenance. C'est à cette occasion qu'on commence à voir apparaître le drapeau noir, rouge, or, qui deviendra celui de l'Allemagne contemporaine. D'ailleurs, pas forcément de l'Allemagne unifiée, mais de l'Allemagne contemporaine, et qui, en tout cas celui de la cause nationale allemande, et qui évidemment s'oppose aux différents blasons dynastiques de ces différents États encore d'anciens régimes. Il y a ça, et puis aussi un vêtement que certains portent un petit peu par provocation envers les modes et envers les pratiques de ces conservateurs qu'ils contestent. Alors effectivement, du point de vue du vêtement et des couleurs, le moment des guerres napoléoniennes, en fait appelées en allemand les guerres de libération, c'est l'idée de libération du territoire face à l'occupant français. Il y a deux choses. Premièrement, donc de nombreux corps francs, dont un corps franc le plus célèbre, celui de Lützow, qui portait effectivement une uniforme noire avec des bandes rouges et dorées, qui deviennent les couleurs du drapeau national, notamment, pour parler encore une fois de la Révolution de 1848, c'est ce drapeau-là qui est brandi, et qu'il faut attendre bien évidemment un siècle pour qu'il devienne le drapeau officiel de l'Allemagne. Et donc ce costume vieil allemand, Altdeutscher Tracht, qui est une forme de costume inspiré, idéalisé de vêtements du XVIe siècle. Oui, parce qu'il faut dire aussi que tous ces jeunes gens puisent, comme tout le monde, tous les gens qui pensent la nation à l'époque, puisent dans le passé, le passé médiéval, absolument. Le passé antique de la Germanie, le passé renaissant de l'époque de Luther, comme modèle un peu du premier Allemand qui a écrit en allemand, etc. Et du coup, porter un costume qu'on imagine être celui du XVIe siècle, c'est être plus allemand que les autres. C'est être plus allemand que les autres, et c'est aussi rejeter la mode française. En fait, c'est ça aussi l'idée de fond. C'est évidemment tous ces jeunes gens qui se sont engagés dans les corps francs ont une profonde détestation de la France. Très clairement, Karl Zandt en est un exemple, même si ça ne l'empêche pas de s'être comparé, ou en tout cas d'avoir été comparé à Charlotte Corday après son acte, après son assassinat, l'assassinat de Kotzebue. Mais effectivement, c'est l'idée que par le vêtement, on peut affirmer sa position nationale. Alors le costume est toléré encore dans la deuxième moitié des années 1810. Il finira par être interdit, on pourra en parler. Et donc tous ces jeunes gens se retrouvent au château de la Wartburg, et ça fait le lien
avec Luther, château de la Wartburg, qui est ils ont été autorisés de s'y retrouver, mais symboliquement, le lieu, la date devait être d'abord pour le 5e centenaire de l'affichage des thèses de Luther. Finalement, c'est le 18 octobre, donc c'est pour le 4e anniversaire de la bataille de Leipzig, ou dite bataille des nations, donc première grande victoire de la coalition de l'époque, à laquelle participent les corps francs contre les armées napoléoniennes. Et donc ce château de la Wartburg, c'est le château dans lequel Luther s'est réfugié après son excommunication pour traduire la Bible en allemand. Donc il y a vraiment en 1817, il y a encore une très forte double symbolique, à la fois évidemment nationale, c'est le cœur, et religieuse, avec la référence au protestantisme. Et aucune invitation à ce rassemblement n'a été envoyée aux universités catholiques. Par exemple, il n'y a pas d'Autrichiens qui sont présents à ce rassemblement. En 1817, on est quand même encore loin du passage à l'acte meurtrier de Sand, qui ne fait pas l'unanimité, mais même sans faire l'unanimité, ce qui est sûr, c'est que c'est un événement qui a un énorme retentissement. C'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi cet épisode, parce qu'il me paraît très méconnu en France aujourd'hui, ou quasiment inconnu, alors qu'il faut bien voir que pour l'Allemagne de cette époque, c'est un énorme retentissement. C'est un petit peu comme si, les parallèles sont hasardeux, mais comme si une figure du syndicalisme étudiant actuel poignardait un éditorialiste de CNews de premier plan. Voilà, on est quand même sur des figures publiques majeures, et ça inquiète extraordinairement l'opinion. Ça inquiète. Alors, la fête de la Wartburg a déjà inquiété parce que, en règle générale, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, c'était festif. On a juste brûlé quelques perruques. Effectivement. Alors, ça a surtout servi à la structuration de ce mouvement des Burschenschaften, mais une petite minorité dont laquelle faisait partie Sand, justement, pas directement dans le château, mais juste à côté, on lançait des autodafés d'œuvres jugées anti-allemandes, et l'histoire de l'Empire allemand de Kotzebue faisait partie des œuvres brûlées. Donc on a d'abord brûlé son livre avant de l'assassiner. Avant de l'assassiner, tout à fait. Vraiment visé comme traître à la patrie, trompeur du peuple, espion. On pense vraiment que c'est un espion au service de la Russie tsariste. Donc c'est son premier acte auquel il participe contre Kotzebue. Et puis en fait, ça germe progressivement, l'idée de l'assassinat germe progressivement dans son esprit, puisque on sait, dans son journal, en date du 5 mai 1818, il exprime son intention de préparer l'assassinat de Kotzebue. Donc on est encore 10 mois avant le passage à l'acte. Quelles sont les réactions des dirigeants conservateurs, des élites conservatrices, de la presse conservatrice lorsqu'on découvre cet acte? Tout le monde est horrifié? Alors effectivement, l'acte est découvert très rapidement. Le nom de Sand est connu très très rapidement dans les jours qui suivent, dans la presse germanophone, mais aussi dans la presse française. Dans le journal des débats, il y a un correspondant qui envoie des nouvelles de Mannheim pour dénoncer cet horrible acte. Et les tenants de l'ordre en place, Metternich, donc l'État autrichien en premier lieu, pour mettre en place, en profite pour mettre en place une politique vraiment répressive. Ça faisait quelques années qu'ils avaient le milieu estudiantin et universitaire et libéral, national de manière plus générale dans le viseur. Et ça accélère les choses, mais parce qu'ils sont effectivement en partie pris de panique, de se dire, ils ne font pas que manifester contre nos représentants, contre nos rois, nos princes, et veulent une Allemagne unifiée, mais ils sont capables de nous assassiner. Et il y a une vraie peur qui se diffuse chez quelques-uns de ces décideurs. Une vraie peur, d'autant plus qu'un certain nombre de gens ne se désolidarisent pas de Sand et qu'une partie de ses camarades étudiants, voire de professeurs, disent son geste est allé un peu loin, mais c'est une noble âme guidée par de beaux principes, et qu'il y a pas mal de justifications finalement politiques de cet acte, et c'est peut-être ça qui horrifie encore plus ces dirigeants. Alors certains vont jusqu'à justifier, effectivement, parmi les plus radicaux, Karl Follen, etc., dont je parlais auparavant, et d'autres... On vient, des débats effectivement qui peuvent être contemporains, sans justifier, trouvent des explications et comprennent parmi certains ce passage à l'acte, en disant bien qu'il aurait fallu trouver d'autres solutions que l'assassinat, mais qu'il faut trouver le moyen de remettre en cause cet ordre de Vienne contre lequel ils se mobilisent, mais aussi se sont battus. En fait, il y a aussi cette idée de trahison, que ces jeunes gens ont versé leur sang, ont combattu pour un idéal politique qui ne s'est pas du tout concrétisé
en 1815, malgré la victoire face à Napoléon. Et qui se concrétise encore moins à partir de 1819, parce que la vague répressive sur les universités en particulier s'abat de manière extrêmement lourde. S'abat de manière extrêmement lourde, surtout qu'il y a une tentative de redite. Un certain Kaldenic, lui aussi étudiant, tente d'assassiner un juge conservateur en Hesse, le 1er juillet 1819. L'assassinat échoue, mais il y a aussi cette accélération-là qui conduit à ce qu'au mois d'août 1819, les représentants des principaux États, même de la quasi-totalité des États de la Confédération germanique, organisent une série de conférences qui aboutit à ce qu'on appelle les décrets de Karlsbad, adoptés le 20 septembre 1819 et qui consistent en 4 volets de lois. Une loi sur les universités, une loi sur la presse, une loi sur la création de commissions d'enquête. C'est le début de la coopération interétatique dans la répression d'actes jugés malfaisants, alors jugés terroristes, déjà le mot est employé à l'époque, et un décret d'exécution un peu à part. Mais ce triptyque, surveillance, contrôle des universités, très forte censure de la presse et une commission d'enquête par État, puis une commission centrale installée à Mayence pour coordonner les enquêtes, vont mettre en place pendant 30 ans un appareil répressif très fort. Qu'est-ce qui devient Karl Zandt ? Karl Zandt, alors, juste après son acte contre Kotzebue, se donne lui-même des coups de poignard, tente de se suicider, mais il est arrêté, on lui prodigue des soins et il passe donc plus d'1 an en prison. Et finalement, il est jugé, condamné à mort, et en 1820, le 20 mai 1820 pour être précis, il est exécuté, décapité en place publique. Châtiment, autrement dit, d'Ancien Régime, rappelant le type de justice qui doit encore s'exercer dans l'espace germanique. Châtiment, au passage, qui est raconté par Alexandre Dumas dans un récit romantique, on peut peut-être en dire un mot, parce que c'est un personnage qui a fasciné certains de ses contemporains, y compris en France. Alors effectivement, on parlait de la résonance par ceux qui ont eu peur ou qui ont pu le soutenir, mais de manière plus générale, dès 1820-1821, un nombre très important de publications paraissent sur Zandt, sur son portrait psychologique, sur les raisons de son acte, sur sa nature, etc. Alors beaucoup évidemment en allemand, mais son cas traverse les frontières. Et effectivement, le cas le plus connu, la publication connue, c'est dans son ouvrage, donc Alexandre Dumas père, Crime célèbre, paru en 1839, puis à nouveau dans ses excursions sur les bords du Rhin, paru 2 ans plus tard, accorde une place assez importante à Zandt. Alors lui, pas forcément très favorable à Zandt, mais met en avant cette figure exceptionnel aussi à bien des égards d'un jeune homme déterminé à aller jusqu'au bout des choses pour défendre la cause qui lui est chère. Pour finir, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la place de la violence politique dans la construction nationale allemande, qui n'est pas tellement la voie finalement que ça a pris, ni chez les révolutionnaires de 1848, qui étaient quand même attachés à un processus constitutionnel légal, encore moins, on va dire, dans la Prusse triomphante qui, par la guerre, c'est une autre forme de violence, mais par le haut, qui par la guerre a construit l'État. Ça reste un acte relativement isolé ? Ça reste un acte isolé, malgré les craintes qu'il y a pu y avoir à la fin des années 1810. Dans un autre ordre d'idée, l'autre grand... au début des années 1830, comme plus généralement en Europe, le renouveau des mouvements contestataires. Donc il y a un nouveau grand rassemblement au château de la Hambach, qui se fait de manière plutôt tout à fait pacifique. Mais en 1833, des étudiants, eux aussi membres de Burschenschaften, qui ont pourtant été interdits, dissoutes par les décrets de Karlsbad, tentent un soulèvement dans la ville de Francfort-sur-le-Main, qui n'est pas une ville universitaire, mais attaque la garnison et la réserve d'armes, et espère soulever la population en leur faveur et pour renverser le régime, mais échoue et le mouvement est tué dans l'œuf. Et en 1848, comme dans les autres pays touchés par les mouvements révolutionnaires, il y a eu des combats, il y a eu des morts, des moments de violence. Dans la ville de Francfort, la même, où est installé le Parlement, élu au suffrage universel masculin, il y a un nouveau soulèvement de la population mécontente. Un député est tué. Un député conservateur est tué en septembre 48. Mais sinon, effectivement,
dans le mouvement national, l'usage de la violence a été relativement limité et remplacé d'une certaine manière par une autre forme de violence, par les guerres qu'on a appelées a posteriori guerres d'unification au cours des années 1860 et jusqu'à 1870, mais qui est portée là par de tout autres acteurs. Merci beaucoup pour cet éclairage sur une figure, Karl Sand, qui finalement illustre assez bien cette ambiguïté naissante de l'idée de nation, à la fois son potentiel émancipateur et aussi son potentiel de violence. Au nom de la nation, on peut commettre aussi ce type d'acte. Et donc, il y a une ambiguïté finalement dès le début du 19e qu'on pourra retrouver, vérifier tout au long de la période qui suit. Merci beaucoup, Antonin Dubois. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site du podcast parolehistoire.fr. N'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série « Un meurtre, une société ».